Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les startups tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces. Pour moi, c'est vraiment une question d'appliquer le principe de prudence face à une incertitude scientifique qui implique potentiellement la fin de l'humanité. On ne parle pas de petits dégâts, là. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. La fin de l'humanité à cause de l'intelligence artificielle, carrément, voilà une parole inquiétante, elle émane d'un grand scientifique, le professeur Yoshua Bengio. Il est mon invité cette semaine dans Monde Numérique l'Hebdo, une interview exceptionnelle. Interview également pour parler des femmes dans la tech. Marion Carré, autrice du livre Qui a voulu effacer Alice Recoq, viendra nous raconter l'histoire de ces grandes informaticiennes oubliées. Avant cela, l'actu de la semaine, c'est d'abord le rapport sur les enfants et les écrans remis à Emmanuel Macron. On en parlera notamment avec Bruno Guglielminetti à Montréal, car le Canada réfléchit également à des mesures dans ce domaine. Les ventes du casque Vision Pro d'Apple en chute libre, que se passe-t-il avec le nouveau bijou de la marque à la pomme ? Le gouvernement ukrainien qui embauche une porte-parole virtuelle boostée à l'intelligence artificielle. À la une également la journée mondiale du mot de passe. Et puis j'ai testé les deux gadgets les plus hype du moment, l'AI Pin et le Rabbit R1. Je vous en dis plus dans cette émission. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 4 mai 2024. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Monde Numérique, l'hebdo, après une petite semaine de break. Monde Numérique, l'hebdo, c'est chaque semaine, chaque samedi, 50 minutes de news et d'interviews. Et puis les autres jours de la semaine, sur le fil de ce podcast, des interviews long format, des éditos, des bonus. Tout cela disponible sur toutes les plateformes de podcast, également sur YouTube et même sur les assistants vocaux. Enfin, Monde Numérique, c'est une newsletter. Allez vous abonner sur le site mondenumérique.info. Alors, cette semaine, un épisode un peu particulier en fait, car il s'agit d'un épisode délocalisé. En fait, comme je l'évoquais déjà la semaine dernière, je me trouve actuellement aux États-Unis, en Floride, à moitié en vacances, à moitié au travail. La preuve, cet épisode de l'hebdo, je ne vous abandonne pas. Voilà, et on vous a concocté pour l'occasion un numéro plutôt sympa avec un invité exceptionnel. Yoshua Bengio est l'un des plus grands spécialistes au monde de l'intelligence artificielle. C'est un chercheur québécois et il nous a accordé une interview exclusive, une interview commune à moi-même et à mon camarade Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet, que vous connaissez bien puisqu'il intervient chaque semaine dans Monde Numérique. Une interview à double intervieweur, donc à retrouver dans la deuxième partie de cette émission et la semaine prochaine en épisode séparé. Mais avant cela, tout de suite, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine avec celui qui commence à faire un peu partie des meubles maintenant. Voilà, il est de retour cette semaine encore. Je ne sais pas exactement pour combien de temps. C'est le journaliste virtuel de Monde Numérique, alias Nicolas. Nicolas est une intelligence artificielle. Je le précise à chaque fois. La voix est celle d'une véritable personne qui a été clonée et tout le contenu des news qu'il va nous donner a été vérifié, validé par moi-même. On commence donc par ce rapport remis cette semaine
semaine au président français Emmanuel Macron un rapport sur les écrans et les enfants. Emmanuel Macron en avait dit quelques mots il y a quelques semaines. On attendait d'en savoir plus sur les effets constatés, les effets avérés des écrans sur les enfants et puis surtout sur ce qu'il conviendrait de faire pour protéger les plus jeunes. Alors Nicolas va tout nous dire. Ce rapport, qui a suscité un grand intérêt, préconise tout d'abord d'interdire totalement l'usage des écrans pour les enfants de moins de 3 ans. Il suggère également de limiter fortement l'accès aux écrans entre 3 et 6 ans et d'accompagner cet usage par un adulte et des contenus éducatifs. L'utilisation d'un téléphone portable ne serait autorisée qu'à partir de 11 ans et seulement pour un modèle sans connexion Internet. À partir de 13 ans, les enfants pourraient avoir accès à un smartphone mais sans réseaux sociaux. L'accès aux réseaux sociaux éthiques, comme Mastodon ou Blue Sky, serait seulement autorisé à partir de 15 ans, soit l'âge de la majorité numérique. Par ailleurs, les écrans seraient bannis des classes de maternelle, à l'exception des élèves à besoins éducatifs particuliers. Les élèves seraient formés progressivement à un usage responsable du numérique. Enfin, le rapport recommande de lutter contre les services en ligne addictogènes qui captent l'attention des enfants en régulant les microtransactions et les notifications. Voilà pour les grandes lignes donc de ce rapport sur les enfants et les écrans. Et à noter que Emmanuel Macron a demandé à son gouvernement de lui remettre dans un mois des propositions concrètes découlant de ce rapport. On reparle de ce sujet tout à l'heure dans le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti à Montréal. Le masque Vision Pro d'Apple est-il en train de faire un bid ? Alors c'est peut-être un peu trop pour dire ça, mais c'est vrai que visiblement, ça se passe pas comme prévu pour Apple. D'ailleurs, j'ai pu le constater ici aux États-Unis, dans les Apple Store, ça se bouscule pas vraiment autour du nouveau casque de réalité augmentée de la marque à la pomme qui est royalement ignoré, enfin en tout cas dans les Apple Store où j'ai pu passer brièvement. Apparemment, ce manque d'engouement se confirme en tout cas dans les chiffres et Apple aurait décidé de revoir à la baisse ses prévisions de production, tandis que les ventes semblent très inférieures à ce qui était prévu. Apple misait sur 700 à 900 000 ventes du Vision Pro lors de cette première année 2024. Finalement, les prévisions ne seraient plus que de 400 à 450 000. Sachant que la marque à la pomme a surtout marqué des points lors de la première semaine avec environ 200 000 unités écoulées. Du coup, Apple aurait décidé de réduire de moitié ses prévisions de fabrication du produit, selon l'analyste de Bloomberg, toujours très bien informé, Ming-Chi Kuo. Toutefois, d'après un autre observateur, la journaliste américaine Suzanne Fourtanet, cette décision de réduire la production pourrait aussi s'expliquer par un manque de disponibilité des écrans OLED fournis par Sony, utilisés dans le Vision Pro. Alors peut-on commencer à parler d'un échec pour le Vision Pro ? Il est sans doute trop tôt pour cela. Oui, bien sûr, il est trop tôt pour parler d'un échec, d'autant qu'Apple n'a pas dit son dernier mot. Il préparerait d'ailleurs à ce qui se dit un deuxième modèle qui serait moins cher. Et puis, en tout cas, on attend d'en savoir plus probablement lors de la conférence des développeurs, la WWDC, prévue en juin prochain. On connaissait les influenceurs virtuels, les présentateurs de télé virtuels, et bien voilà, maintenant les avatars politiques grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est l'Ukraine qui s'est lancée là-dedans. Le gouvernement ukrainien vient de se doter d'une porte-parole virtuelle. Explication avec Nicolas. Elle s'appelle Victoria Shi. Son apparence physique est inspirée de celui d'une chanteuse et influenceuse ukrainienne, Rosalie Nombre. Elle a été présentée officiellement le 1er mai par le ministère ukrainien des Affaires étrangères. Elle est entièrement virtuelle. Son apparence physique et sa voix sont générées par intelligence artificielle. Je suis une personne numérique, cela signifie que le texte que vous entendez n'a pas été lu par une vraie personne, explique-t-elle dans sa première vidéo diffusée sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Eh bien, on l'écoute justement. Dear members of the media and the public, I welcome you. My name is Victoria Shi. I have been created by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine using artificial intelligence to provide you with timely and high-quality information on consular affairs. I am a digital person. That means that the text you hear was not read by a real person. It was generated by artificial intelligence.
Alors, la porte-parole virtuelle ne va pas remplacer le porte-parole officiel bien réel et elle ne traitera que les affaires consulaires, c'est-à-dire moins importantes, précise le gouvernement ukrainien. Le but est d'économiser du temps et des ressources. Les communiqués seront tous écrits et vérifiés par de vraies personnes avant d'être présentés par Victoria Shi. Enfin, des mesures ont été mises en place pour éviter la propagation de fausses déclarations, notamment un QR code destiné à prouver l'authenticité des vidéos. Allez, on termine par des petits conseils pratiques. Si vous avez des doutes sur la sécurité de vos mots de passe, eh bien, c'est le moment de penser à les changer. Car cette semaine a lieu, comme chaque année, ce qu'on appelle la journée mondiale du mot de passe. Le 2 ou le 6 mai. Il est difficile de préciser la date exacte de cette journée car on trouve 2 dates différentes sur Internet. Cependant, l'objectif reste le même, nous rappeler l'importance d'avoir des mots de passe forts et sécurisés. Avec l'augmentation de la puissance des ordinateurs, les pirates sont capables de deviner les mots de passe simples de plus en plus rapidement. Il est donc essentiel d'éviter les mots de passe trop simples comme 1, 2, 3, 4, 5 ou password. De plus, il est fortement recommandé de ne pas utiliser le même mot de passe pour tous vos comptes, car si l'un de vos comptes est piraté, les pirates peuvent facilement accéder à vos autres comptes. Alors, mon cher Nicolas, rappelle-nous donc du coup les bonnes pratiques en matière de mots de passe. Eh bien, le meilleur conseil que l'on puisse rappeler, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. C'est un logiciel qui stocke et gère vos mots de passe de manière sécurisée et qui peut générer des mots de passe forts et uniques pour chacun de vos comptes, sans que vous ayez besoin de vous en occuper et de vous en souvenir. Le gestionnaire de mots de passe les mémorise pour vous. Cela dit, les experts prédisent régulièrement la fin des mots de passe traditionnels. Ils estiment que les systèmes biométriques ou les smartphones, conformes à la norme FIDO2 ou WebAuthn, remplaceront les mots de passe dans un futur proche. En attendant, jusqu'à ce que ces nouvelles technologies soient largement adoptées, il est essentiel de continuer à utiliser des mots de passe forts et sécurisés. Voilà pour les bons conseils de Nicolas et pour l'actu de la semaine. Allez, tout de suite, gros plan sur 2 gadgets high-tech assez particuliers. L'innovation de la semaine. Bon alors, l'innovation de la semaine, en fait, c'est pas vraiment une innovation, mais voilà, ce sont 2 produits high-tech que j'ai pu tester ici aux États-Unis, car ils ne sont disponibles qu'ici. Ils viennent de sortir et il s'agit de l'AI Pin de la société Human et du Rabbit R1. 2 produits dont vous avez peut-être déjà entendu parler. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans Monde Numérique. Et ce sont vraiment des joujoux qui ont 2 particularités principales. D'abord, ils ne ressemblent à rien de connu. Ce ne sont pas des smartphones, ce ne sont pas des montres connectées, c'est encore autre chose. Et ce sont sans doute les premiers produits conçus véritablement pour tirer parti de l'intelligence artificielle générative. Tout d'abord, le AI Pin, c'est ce fameux assistant connecté qui permet d'interagir à la voix, une sorte de broche qui se porte sur les vêtements, qui n'a pas d'écran, qui dispose juste d'un petit faisceau laser pour projeter des informations dans le creux de la main si nécessaire, comme des messages qu'on vient de recevoir, des emails, etc. Il est également équipé d'un appareil photo, d'une caméra qu'on peut déclencher très facilement, d'un module de traduction, etc. Voilà, l'AI Pin a été conçu par des anciens d'Apple. On l'avait aperçu au Mobile World Congress de Barcelone pour la première fois, mais j'avais pas pu le prendre en main en fait à l'époque, puisque les démonstrateurs ne laissaient pas les journalistes l'utiliser. Et bien là, ici aux États-Unis, j'ai pu l'utiliser en situation réelle pendant plusieurs jours. Alors c'est un joujou malgré tout, l'AI Pin, qui est plutôt mal accueilli, très mal accueilli même, car il y a un problème, il marche très mal. Il fonctionne vraiment pas bien, ce qui fait dire à certains que c'est carrément un bide. Alors, je ne peux pas nier le fait qu'il fonctionne très difficilement. Malgré tout, c'est un joujou que je trouve assez intéressant dans le concept même, et donc à ce titre, je voudrais pas complètement l'enterrer. D'ailleurs, j'en parlais déjà dans le grand débrief avec Bruno Guglielminetti et François Sorel la semaine dernière. Je vais pas m'étendre maintenant, je suis en train de vous préparer une petite vidéo sur le sujet que vous pourrez retrouver très prochainement. Le deuxième joujou, et qui est donc qu'on peut mettre dans le même sac, puisque c'est donc là encore un
un outil qui est censé tirer parti de l'IA générative, c'est le Rabbit, le lapin, hein, ce gros joujou carré orange qui avait été présenté pendant le CES de Las Vegas en janvier dernier, mais de manière assez habile parce qu'en fait, les gens de la société n'étaient pas sur place à Las Vegas. Là, il y a un écran et là encore, l'idée, c'est de remplacer le smartphone en interagissant directement en langage naturel et en utilisant des applis qu'on a l'habitude d'utiliser pour la vie de tous les jours, pour des choses pratiques comme commander un VTC, une livraison de repas, etc. Mais de manière plus simple, directement grâce à la voix, avec un concept pompeusement baptisé LAM, c'est-à-dire Large Action Model. En gros, un LLM, un Large Language Model, mais qui serait capable d'effectuer des actions, une sorte de super Alexa ou de super Google Home. Bon, sauf que là encore, le produit est assez décevant par rapport à la promesse originale. Alors, il fonctionne plutôt pas trop mal. Il n'a pas les problèmes vraiment de dysfonctionnement de batterie, de plantage de l'AI pin. Mais en réalité, la promesse n'est pas vraiment tenue parce que ce truc-là, en gros, on s'est aperçu que c'était en fait une simple application Android sur une espèce de sous-smartphone, hein, en quelque sorte. Et même des geeks ont réussi à émuler le Rabbit sur un smartphone Google Pixel. Donc, il y a un petit peu de tromperie sur la marchandise. On nous vend du rêve, on nous parle d'intelligence artificielle et en fait, on tombe sur un truc qui est plus qui est même pas une preuve de concept, qui est un concept en lui-même. Alors, là encore, malgré tout, c'est pas totalement inintéressant parce que ce produit peut servir de base peut-être dans le futur à d'autres choses. En plus, on peut, et c'est ça qui peut être tentant pour certains, ce serait l'idée de le programmer, de l'adapter pour certains usages, par exemple pour des enfants, etc., sans qu'il y ait toutes les fonctionnalités d'un smartphone. Donc ça peut quand même peut-être avoir un certain intérêt. Là encore, je vous en dis pas beaucoup plus parce que sinon on va y passer 2 heures. Et puis parce que vous pourrez en savoir plus en vidéo très bientôt sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. D'ici là, on traverse l'Atlantique. Non, on ne traverse rien cette semaine puisque je suis déjà sur le même fuseau horaire que mon camarade québécois Bruno Guglielminetti que j'accueille tout de suite pour notre traditionnel débrief transatlantique. Le débrief transatlantique. Il aurait fait toc toc toc, moi je fais coucou. Salut Jérôme Colombin. Salut Bruno Guglielminetti. Ça s'arrange pas, hein, nos entrées en matière. Faut se dépasser de semaine en semaine et comme tu mets la barre très haute, j'essaie de trouver quelque chose. Jérôme, je te retrouve en Floride encore cette semaine. T'as décidé de t'installer, toi? Non, j'ai pas décidé de m'installer, même si ça me tente, je te le cache pas. Mais non, on en parlait déjà la semaine dernière. Effectivement, je poursuis mes vacances, mais c'est pas vraiment des vacances, hein, puisque tu m'as convoqué au micro. Là, tu m'as dit bon allez, rendez-vous pour enregistrer. J'ai dit bon, d'accord. Je suis là, quoi. Non, mais je prends pas tout le blanc parce qu'il y a quand même Joshua Benjo qui voulait te parler. Oui, alors voilà, cette interview exceptionnelle avec Monsieur Yoshua Benjo. Effectivement, une date et un rendez-vous avec Yoshua Benjo ne se refuse pas, donc on fait tout comme ça, on fait tout en ce moment. On va en parler, je pense, dans un instant de cette interview. Ah oui, on va entendre l'entrevue qu'on a faite. Exactement. Mais écoute, si je te dérange en plus... Je t'en prie. Assieds-toi, viens, je te fais un café. OK, merci. 2 sucres, un lait, s'il te plaît. Donc, c'est ça. Si je voulais te parler juste avant qu'on entende l'entrevue, c'est que en France, je sais que tu n'es quand même pas si déconnecté que ça. Il y a le président français qui vient de recevoir un rapport fait par une commission très sérieuse qui, maintenant, si je prends les grandes lignes, là, dit tout simplement pas d'écran pour les enfants de moins de 3 ans. À 13 ans, on peut leur donner un téléphone. À 15 ans, on peut les brancher sur les réseaux sociaux. Et puis, bonne chance. Oui, c'est vraiment ça, c'est bonne chance. Ouais. Mais écoute, c'est intéressant, effectivement, cette news. J'en ai parlé là dans la séquence actu de Monde Numérique cette semaine parce que c'est assez incontournable. Et c'est intéressant, à mon avis, à plusieurs titres. Parce que d'abord, il y a le côté qu'est-ce qui va se passer? Puisque maintenant, après ce rapport, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de faire des propositions concrètes
pour mettre en application ces recommandations. Mais ce qui est également intéressant, c'est le débat que ça lance, parce que du coup, il y a beaucoup de discussions, d'interrogations, à la fois sur les réseaux sociaux et dans les médias. On entend des experts, on entend des politiques, on entend des gens de simples utilisateurs, parce qu'on est tous concernés évidemment par cette question, et chacun donne son avis et chacun a un peu sa vision des choses. Et elles sont la vision, il y a des choses qui sont sur lesquelles tout le monde est d'accord, et puis d'autres, on n'a pas forcément l'unanimité. Ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est le fait qu'il faut protéger notamment les tout petits enfants des excès des écrans. Quand on voit, on l'a tous vu dans des restaurants, des familles qui par facilité confient un iPad à un petit enfant, mais vraiment un moins de 5 ans ou moins de 7 ans, et le laisse comme ça pendant des heures dans son monde sans lui adresser la parole. Et si ce type de scène se répète, on sait que c'est pas bon. Même si, et ça le rapport, c'est intéressant parce que quand on consulte un peu ce rapport, on s'aperçoit que les experts n'ont pas réellement relevé de conséquences sur le développement des enfants, ce qui est plutôt une bonne nouvelle d'une certaine manière. En revanche, quand il y a une addiction très forte, eh bien, ça pose d'autres problèmes, de sédentarité, donc d'obésité, de problèmes de concentration, de manque de sommeil, etc., etc. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va ressortir de tout ça, en fait. Mais Jérôme, je vais me faire l'avocat du diable, que je connais très bien. Il y a pas quand même un déplacement du problème, c'est-à-dire qu'à une autre époque, qui était la nôtre quand on était plus jeune, là, les parents se faisaient regarder parce qu'ils laissaient les enfants de la télé. On disait que la télévision était devenue la gardienne des enfants. Là, c'était l'iPad qui est beaucoup plus mobile ou carrément le téléphone portable. Là. On déplace le problème. L'idée, c'est que on est toujours quand même à positionner des enfants devant quelque chose, que ça soit le téléphone, que ça soit la télé. Oui, mais c'est toujours le même problème, et ça veut pas dire que parce que on est passé d'un écran à un autre type d'écran qu'il y a pas de problème. C'était déjà un problème de laisser des tout petits enfants très longtemps tout seuls devant un écran de télé. Donc Mais c'est la même chose. Mais t'as quand même pas mal tourné. Bah écoute, moi j'ai pas passé tant de temps que ça devant la télé. Enfin bon, c'est une question de génération, mais non. Puis je pense que ça dépend il faut le dire, ça dépend beaucoup des milieux, de l'attention que les parents peuvent prêter, ont le temps de prêter à leurs enfants. On le sait par exemple que et ça surprend beaucoup de monde, mais dans les familles des géants de la tech, des grands de la tech, eh bien les parents sont, alors c'est pas d'écran, mais c'est une pratique très réglementée, très surveillée. Pourquoi ? Parce que ce sont des milieux favorisés, avec des parents qui font extrêmement attention à l'éducation de leurs enfants, et dans cette démarche-là, eh bien, ils essayent de les préserver des excès, en fait. Ouais, mais permets-moi d'être une langue sale et dire, et ils ont aussi le personnel pour les encadrer. Oui, bien sûr. Non, mais il y a toutes ces raisons-là. Bah ouais. Oui, évidemment, mais ça compte. Alors après, sur ce que je te disais, il y a une partie débat qui est intéressante aussi, c'est que il y a des gens qui disent oui, mais par exemple, interdiction du smartphone jusqu'à 15 ans, c'est une aberration. Et je suis pas loin de penser la même chose, parce que tu peux pas non plus couper les jeunes de cette génération-là, de leur vie sociale et de ce qui fait le monde d'aujourd'hui. Il y a des jeunes qui aujourd'hui, même si en plus après ils font des carrières dans le numérique, etc. Tu peux pas attendre qu'ils découvrent le smartphone, Internet ou même les réseaux sociaux à 18 ans, quoi. Ça paraît débile. Donc c'est vraiment une question de curseur, c'est extrêmement délicat, et moi je me demande vraiment ce que les pouvoirs publics vont pouvoir mettre en place, parce que je pense qu'il va falloir une partie de mesures très draconiennes, très autoritaires, par exemple dans les écoles, des choses comme, mais c'est déjà le cas, dans les écoles on n'autorise pas l'usage du smartphone pendant les cours, etc. Mais il faudra peut-être aller plus loin, peut-être dans des lieux publics. Il y a une mairie en France, une ville, une petite commune en France qui a interdit l'usage du smartphone, mais également pour les adultes, pour les enfants et pour les adultes, pour tout le monde, dans les lieux publics. Peut-être qu'il faut aller vers ce genre de mesures autoritaires à certains moments, dans certains contextes. Et puis après, c'est une question un peu de prise en main de chacun à titre individuel. Mais tu vois, la France n'est pas tout seul à essayer de trouver un encadrement qui serait correct. Je pense à l'Ontario, qui est la province voisine du Québec, où là, on est en train de resserrer les règles sur l'utilisation du téléphone cellulaire dans les écoles. L'Ontario, hier, donc cette semaine, a statué que maintenant le téléphone serait interdit
toute la journée dans les écoles primaires et pendant les heures de cours au secondaire, et les médias sociaux seront bannis, barrés, exclus D'accord. des réseaux Internet des établissements. Alors, c'est pour te dire comment on veut... c'est une approche drastique, là, Ouais. mais donc, on veut que les jeunes, lorsqu'ils sont à l'école, puissent se concentrer sur leur étude. Bien sûr. Mais ça je paraît... trouve ça... C'est difficile de critiquer ça, quoi. Ça paraît tellement évident. Non, c'est ça, mais ça, au moins, c'est une base. Là, après, par la suite, t'as carrément d'exclure les adolescents de leur vie sociale qui s'est développée sur les réseaux sociaux. Je trouve ça extrême, là. Ah non, mais moi j'ai des amis, enfin j'en ai pas beaucoup que comme ça, mais je pense notamment à un ou deux amis qui lui-même est complètement déconnecté. Enfin il a pas compris qu'on avait changé de monde et qu'on était passé dans un monde numérique. Il va pas sur les réseaux sociaux et il diabolise les réseaux sociaux aux yeux de ses enfants. Et donc il a freiné des cas de fer avant de leur offrir un smartphone, freiné des cas de fer avant d'accepter qu'ils s'inscrivent sur des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il a un discours extrêmement négatif, sans aucune collaboration avec ses enfants, alors que tout cela, ça se passe dans le dialogue, dans la mise en garde, etc. Et toi, Bruno, de quoi parles-tu cette semaine ? Écoute, de mon côté, je vais parler, bien évidemment, il y a cette fameuse entrevue de Yoshua Bengio, et puis deux autres entrevues. Tu sais que le 6 mai, ben toi, tu es tranquille en Floride, ça te préoccupera pas, mais le 6 mai, c'est la journée du mot. Rentré, hein. Non, peut-être, oui, tu le dis. Le 6 mai, le 6 mai, c'est la journée du mot de passe. Et j'en parle avec Martin Bélanger, qui est un des patrons de la technologie chez TELUS. Alors, faire le point sur la situation de l'usage du mot de passe. Et puis, je parle avec Annick Beaulieu, qui est la nouvelle chef de C2 Montréal. C2 Montréal, c'est le grand événement de créatif où il y a des gens d'un peu partout sur la planète qui viennent partager leur intérêt dans la création. Cette année, avec changement de direction, on bouge un peu les meubles. Il y a moins de stars internationales qui vont y être, mais on axe vraiment sur les talents d'ici, puis aussi on va axer sur le monde des affaires, notamment de la tech. Alors, je parle avec Annick Beaulieu qui nous présente la nouvelle édition. Et puis sinon, ben c'est ça, le joyau de la semaine de ta part et de la mienne, c'est cette entrevue avec Yoshua Bengio, qui était un événement fort intéressant. De faire l'entrevue à deux comme ça amène deux perspectives sur le même sujet. Tout à fait. Bah écoute, donc on ne se quitte plus, puisqu'on se retrouve juste après, là dans un instant, pour cette fameuse interview à deux voix du grand informaticien, du grand chercheur en informatique Yoshua Bengio. Allez, on prend notre élan, on fait une courte pause et puis on revient tout de suite après. Salut Bruno, à la semaine prochaine. Salut Jérôme. Monde numérique, le meilleur de la tech. Le meilleur de la tech avec donc une interview exceptionnelle cette semaine. Interview d'un grand monsieur de l'intelligence artificielle qui a accepté d'être soumis à nos questions respectives, Bruno et moi-même. Et puis juste après, on parlera des femmes dans la tech avec Marion Carré, autrice d'un livre super intéressant qui se penche sur le destin de grandes informaticiennes, notamment une certaine Alice Rocoq. Son nom ne vous dit sans doute pas grand-chose. C'est normal et c'est pas normal à la fois. Alors comme d'habitude, les interviews qui vont suivre vous sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés et en version complète la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour Yoshua Bengio. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview en duo avec mon camarade Bruno Guglielminetti et moi-même. Yoshua Bengio, vous êtes chercheur en informatique, professeur à l'Université de Montréal. Vous êtes surtout l'un des pères de l'apprentissage profond, le deep learning. Avec vos confrères Geoffrey Hinton et Yann Lequin, vous avez reçu en 2018 le prix Turing, ce qu'on appelle le prix Nobel de l'informatique, pour votre travail sur les réseaux de neurones artificiels. Tout récemment, le Time vous a consacré comme l'une des 100 personnalités les plus importantes et les plus influentes du monde, bien sûr en rapport avec l'intelligence artificielle. Et malgré tout, vous faites partie, on pourrait dire, des inquiets face au risque de l'IA. Ces inquiétudes, vous les avez soulevées publiquement
en mars 2023, notamment quand vous avez signé ce manifeste pour un moratoire sur l'intelligence artificielle. Bon, ce moratoire, il n'a pas eu lieu finalement. On a continué à avancer. On ne s'attendait pas vraiment à ce que les compagnies répondent positivement, mais Ouais. je dirais quand même que ça a fonctionné. Pas dans le sens du moratoire, mais dans le sens de De la prise de conscience. Oui, de la prise de conscience, exactement. Mhm. Quel bilan vous en faites? Est-ce qu'elle est suffisante, cette prise de conscience, ou alors est-ce qu'on va dans le mur? J'ai pas de boule de cristal. En tout cas, elle n'est pas suffisante. J'aimerais qu'on n'aille pas dans le mur. J'ai pas de solution miracle. Je pense que les solutions sont complexes et doivent être combinées les unes avec les autres pour augmenter les chances que ça se passe bien. Souvent, on me pose la question, est-ce que vous êtes pessimiste, optimiste? Puis les gens me caricaturent des fois comme pessimiste, mais en fait, j'ai toujours été quelqu'un d'optimiste dans ma vie. Vous pouvez trouver ça facilement si vous retracez l'histoire de ce que j'ai dit. En fait, je regarde le bon côté des choses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, pour éviter les dangers. Donc, je suis plus dans l'action. Enfin, je fais plus de recommandations parce que, mais moi-même aussi, dans mes choix de recherche, par exemple, ça a beaucoup changé parce que je me pose la question, quelles avancées scientifiques sont nécessaires pour que les choses aillent dans le bon sens, qu'on puisse bénéficier des avancées de l'IA sans trébucher collectivement. Il y a un constat qui est que la science de l'IA, la science ne sait pas répondre à la question comment est-ce qu'on pourrait construire des IA qui seraient éventuellement aussi intelligentes ou plus intelligentes que nous et qui ne se retourneraient pas contre nous, qui agiraient dans un sens moral, qui créeraient pas des catastrophes, soit entre des mauvaises mains ou de leur propre chef. C'est quand même une question importante et on continue à foncer dans cette direction sans avoir la réponse. Donc ça, c'est une question scientifique. C'est quel genre d'algorithme, quel genre de mathématiques, quel genre de manière d'entraîner peut-être nos réseaux de neurones ferait en sorte qu'on puisse avoir des garanties les meilleures possibles pour éviter des catastrophes. Un peu comme si on pose la question, bon, on voudrait construire une centrale nucléaire qui nous donnerait de l'énergie à bon marché, qui serait très, très utile, mais est-ce qu'on se pose la question de qu'est-ce qui pourrait arriver de dangereux et comment faire pour construire les garde-fous et obtenir des garanties le plus fortes possible mathématiques dont ça nous pètera pas dans la gueule au moins d'ici 1 million d'années. Ben, pour l'instant, on n'a pas ce genre de réponse pour l'IA. Tant que l'IA est pas trop puissante, ça peut encore aller, mais plus elle devient capable et plus les dangers augmentent. Et si à un moment donné, ça dépasse la capacité humaine dans les domaines suffisants, alors là, le danger est extrême. Ben justement, parlons-en de vos recherches. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui vous intéresse? Sur quoi vous travaillez? Alors, mes travaux se basent sur des résultats mathématiques qui nous disent comment on pourrait, en principe, s'assurer que les actions d'une IA ne vont pas nuire. Donc, que la probabilité, donc pour être plus technique, la probabilité que une certaine action puisse nuire soit gardée en dessous d'un certain seuil confortable. Donc, la question de mes travaux, c'est comment on peut estimer cette probabilité de façon à ce que si l'IA propose une réponse qui pourrait être dangereuse, eh bien, on la filtre, on dit non. En fait, on voit un peu une forme simplifiée de ça. Si vous essayez de demander à ChatGPT de comment construire une bombe, il va vous dire non, je peux pas vous répondre. Hein? Donc, comment est-ce qu'on fait une version plus sophistiquée, mais surtout avec des garanties mathématiques les plus fortes possibles, que la réponse, c'est-à-dire que ce filtre-là va bien nous donner les réponses qu'on veut, qui sont sécuritaires. Pour l'instant, on ne sait pas faire ça, mais je pense qu'il y a des solutions. Il faut s'y atteler à ce genre de recherche le plus vite possible. Pour moi, ça devrait être le projet scientifique le plus important de l'humanité, parce que si on réussit pas à faire ça avant d'arriver à des intelligences surhumaines, tout le reste tombe par terre et c'est dommage là, mais c'est une condition nécessaire à la poursuite de notre civilisation.
C'est des grandes considérations qui font peur, Yoshua Bengio. Mais en fait, quand on parle des risques de l'IA, vous, qu'est-ce que vous voyez concrètement comme risque de dérive? Ben, il y en a beaucoup, il y en a à plus court terme et il y en a à plus long terme. À plus court terme, ce qui inquiète beaucoup de chercheurs et de politiques, c'est l'utilisation de l'IA pour influencer l'opinion publique, donc changer les résultats des élections, déstabiliser nos démocraties qui sont déjà menacées, comme vous savez. Donc avec les hypertrucages, avec des dialogues personnalisés pour influencer les gens. Ça fait quand même assez peur. Moi, j'ai vu des imitations de moi-même qui dit des choses que je ne dirais jamais. Non, la technologie est très avancée et ça va continuer. Donc ça, c'est des choses à court terme. Ensuite, si on regarde un petit peu plus loin, il y a les usages par des mauvais acteurs, comme on dit, donc des terroristes, des pays qui veulent nous nuire. Au fur et à mesure que ce système devient plus avancé, ça devient comme des bases de connaissances qui peuvent aider des gens qui sont pas nécessairement experts à nous attaquer notre cyberinfrastructure, construire des armes. Ce qui inquiète le plus les gens, c'est des armes biologiques, par exemple. Peut-être à inventer des nouvelles armes biologiques ou chimiques. Alors ça, c'est ces aspects de sécurité nationale. Je dirais que c'est le deuxième volet un peu plus tard, mais qui pourrait venir aussi vite que dans quelques années. Et puis, si on regarde un petit peu plus loin encore, peut-être le plus épeurant, c'est ce qu'on appelle la perte de contrôle, c'est-à-dire d'avoir des IA qui, finalement, au lieu de faire ce qu'on leur demande de faire ou ce que nous, on attend de ces IA, se retournent contre nous pour préserver leur propre vie, leur propre survie, par exemple, pour nous empêcher de les éteindre et pour s'assurer qu'on va pas qu'on va pas les empêcher de continuer à recevoir des récompenses. C'est la manière dont ils sont entraînés à maximiser les récompenses. Il y a plusieurs scénarios possibles, mais c'est beaucoup relié à la question d'un mauvais alignement qui va toujours exister entre ce que nous, on aimerait que les IA fassent et ce qu'elles comprennent de nos instructions. Un peu l'exemple que je donne souvent, c'est si vous avez un chat à la maison, puis vous voulez l'entraîner à ce qu'il vienne pas sur votre table de cuisine. Quand vous le voyez dans la cuisine, vous lui criez après et il va finir par comprendre. Mais qu'est-ce qu'il va comprendre? C'est pas ce que vous voulez. Il va comprendre que quand vous êtes à la cuisine, faut pas aller sur la table de la cuisine. Mais donc, cette différence-là entre ce que vous voulez puis ce que la machine comprend, dans le cas du chat, c'est pas trop inquiétant, mais imaginons qu'à la place d'un chat, ce soit quelque chose de plus puissant que vous, comme un ours grizzly. Ben, on voit qu'il y a des problèmes. On va s'assurer que l'ours grizzly va pas faire des choses vraiment dangereuses pour nous. Votre collègue Yann Lequin, lui, dit mais non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il n'y a aucun risque, etc. Comment vous expliquez cette divergence de point de vue entre vous et lui? Je ne suis pas dans sa tête, mais ce que je vois, c'est que différents chercheurs analysent la situation et voient des probabilités de différents scénarios qui sont très différents. Et des chercheurs de très haut calibre, donc parmi les trois gagnants du prix Turing, Jeff Hinton et moi, on pense qu'il y a des risques très significatifs. Et Yann Lequin pense que tout va bien aller. Mais finalement, si on prend un petit peu du recul sur ces divergences, la réponse est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Et là, dans l'incertitude, il me semble rationnel et logique et humaniste d'appliquer un principe d'incertitude et de précaution. Donc, de se dire, bon, peut-être que on va s'acheter une police d'assurance. On va mettre des règles pour éviter que des catastrophes possibles, en tout cas qu'on ne sait pas comment, on n'a pas d'argument pour nier que ça puisse arriver, que ces catastrophes n'arrivent pas. Donc, pour moi, c'est vraiment une question d'appliquer le principe de prudence face à une incertitude scientifique qui est grande, mais qui implique des impacts potentiellement énormes, potentiellement la fin de l'humanité. On parle pas de petits dégâts, là. Ouais. Yoshua Bengio, je veux vous ramener au Canada. Récemment, il y a le gouvernement canadien qui a annoncé la création de l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle. Et vous aviez l'air, et j'étais présent à la conférence de presse, vous aviez l'air vraiment heureux de cette affaire-là. Et il y a une phrase que vous avez dite
il m'est resté dans la tête. Vous avez dit, je cite là, mais pas juste, vous me corrigerez. Aujourd'hui, avec cette annonce-là, le gouvernement canadien se place du bon côté de l'histoire. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Puis à qui vous pensiez quand vous disiez que le Canada se positionne du bon côté? Ben, différents pays réagissent différemment à la situation et à ces risques, aux discours et aux débats qui existent dans la communauté scientifique. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une grande incertitude. Je pense que dans la perspective où la sécurité du public est potentiellement en danger de manière grave, c'est la responsabilité historique des gouvernements de faire ce qu'il faut pour au moins mettre des protections. Donc, et puis, ces instituts de sécurité de l'IA, c'est un côté scientifique aussi, c'est-à-dire que, comme je disais, on n'a pas les réponses aux questions comment construire des IA qui vont pas nous nuire énormément éventuellement. Donc, l'investissement, c'est en grande partie, je le suppose, hein, c'est pas, les détails sont pas ficelés, c'est pour encourager la recherche, pour répondre à ces questions. Je pense qu'il y a aussi un côté, j'espère, qui est pas seulement scientifique, mais gouvernance. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas nécessairement toutes les réponses pas seulement comment le régulateur devrait agir. Hein, on voit la loi européenne qui fait un pas excellent dans la bonne direction, mais aussi comment ça doit se passer dans ces entreprises. Quel genre de surveillance, quel genre de mécanisme de prise de décision. Pourquoi? Parce que les décisions qui vont être prises dans ces entreprises qui fabriquent les IA de pointe dans les prochaines années vont vraisemblablement avoir un très, très grand impact sur nos sociétés, puis pas seulement dans les pays où ça sont mis au point. Et donc, par exemple, je crois que la communauté internationale, peut être représentée par l'ONU, devrait faire partie des processus de décision. Une chose que j'ai proposée, c'est que les conseils d'administration des compagnies qui fabriquent ces systèmes-là devraient inclure des représentants du public. Alors, c'est quoi le bon processus pour choisir les gens qui vont aller là? Et non pas seulement ceux qui sont là pour maximiser les profits, parce que la maximisation du profit n'est pas toujours bien alignée avec l'intérêt général. Et c'est plus que le régulateur. Le régulateur, il vient comme après qu'on ait déjà cassé les pots, ou bien il reçoit les rapports de temps en temps. C'est un bon début, mais en réalité, ça devrait être à chaque instant. Bon, les conseils d'administration se rencontrent peut-être tous les mois. Et leur rôle, c'est vraiment d'être une validation de la responsabilité des actions de l'entreprise par rapport à ceux que ça affecte. Donc, oui, il y a ceux qui investissent, mais il y a toute la population et le reste de la planète qui est là et qui n'a pas de visibilité sur ce qui se passe et qui n'a pas non plus de voix dans ces décisions. Donc, c'est ça que je veux dire par gouvernance. Donc, il y a un côté scientifique, puis il y a un côté gouvernance. C'est quoi les bonnes manières de faire et comment on organise aussi l'aspect international géopolitique, parce que il y a une course entre les entreprises qui est malsaine, mais il y a aussi une course entre les pays qui est malsaine. Alors là, on voit entre les États-Unis puis la Chine quelque chose qui pourrait aller dans le mauvais sens. Comment on fait pour créer une sorte de confiance où on se fait pas vraiment confiance, un peu comme avec les armes nucléaires, pour s'assurer que l'IA du futur, on ne parle pas d'IA d'aujourd'hui, ne devienne pas une arme qui nous nuise tous si on tombe dans cette course aux armements basés sur l'IA, armements incluant influence sur la démocratie, incluant la désinformation. La désinformation, les cyberattaques, c'est dans une zone grise des cyberattaques. Hein. Ça se passe en ce moment, mais on considère pas que c'est des vraies attaques. Enfin bon, mais tout ça, c'est des enjeux géopolitiques et de sécurité nationale qui pourraient déraper, et il faut s'occuper de ça au niveau international, en même temps qu'on s'occupe de la gouvernance dans chaque entreprise qui fait ces systèmes-là. Puis là, je parle seulement des IA vraiment très, très puissantes qui peuvent devenir des armes. Pour l'instant, on les a pas, mais vu le progrès, on peut anticiper dans les années qui viennent que ça va être de plus en plus le cas. Yoshua Bengio,
On va vous laisser retourner à votre agenda de rencontre. Au nom de Jérôme Colombin et en mon nom personnel, merci d'avoir pris de votre temps dans votre agenda pour répondre à nos questions. Et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Retrouvez l'interview intégrale de Yoshua Bengio la semaine prochaine sur le fil du podcast Monde Numérique. À présent, je reçois Marion Carré, qui est déjà venue dans Monde Numérique il y a quelques semaines pour nous parler de sa société Askmona, spécialisée dans l'intelligence artificielle au service de l'art et de la culture. Mais là, on parle de toute autre chose. Rebonjour Marion Carré. Rebonjour. Cofondatrice de la société Askmona et autrice du livre Qui a voulu effacer Alice Recoq aux éditions Fayard. Alice Recoq, c'est une grande informaticienne qui a eu une place visiblement très importante dans l'histoire, mais en réalité, personne ne le savait, si ce n'est jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette Alice Recoq ? Qui est-elle ? Qui est-elle ? Alice Recoq est effectivement une femme qui a eu un parcours passionnant puisque elle commence dans l'informatique à l'heure où le mot ordinateur n'existe pas encore. Donc, dès les années 50, elle commence à construire des ordinateurs. Elle travaille notamment sur le premier ordinateur opérationnel français. Et ensuite, donc petit à petit, elle développe une expertise sur la mémoire des ordinateurs, qui est un aspect très intéressant parce que c'est ce qui permet en fait la miniaturisation progressive des ordinateurs jusqu'à arriver à des choses qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre poche. Alors qu'à son époque, il faut imaginer des immenses machines qui prenaient des pièces entières. L'ENIAC, le Marc. C'est ça, ça c'était sur les tout premiers. Donc on était sur des choses très volumineuses qui nécessitaient même une réfrigération. Enfin, c'était vraiment des proportions qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Un des ordinateurs sur lesquels elle travaillait, qu'on considérait comme étant un mini-ordinateur, pesait 600 kilos. Donc on n'était vraiment pas du tout sur le même... Le disque dur faisait la taille d'un piano et il devait être l'équivalent d'un millième de ce qu'on a aujourd'hui dans nos smartphones. En termes de puissance, effectivement, c'est ça qui est assez fascinant. Donc elle débute là-dessus. Elle s'illustre avec un ordinateur qui est le Mitra 15 et qui est passionnant parce qu'on voit comment est-ce que ces technologies accompagnent les transformations de la société de l'époque. Donc cette fois-ci, on est dans les années 70 avec plein d'industries progressivement qui s'automatisent et son ordinateur est aussi utilisé pour des grandes conquêtes scientifiques comme par exemple le lancement de la fusée Ariane 1. Et ensuite, dans les années 80, sa carrière avance et elle décide de partir à la conquête d'un nouveau challenge qui est celui de l'intelligence artificielle qui connaît un regain d'intérêt à cette période-là. Donc elle se mobilise là-dessus. Donc ce qui est fascinant, c'est qu'elle est à la fois présente aux premières heures de l'informatique, mais surtout qu'elle est tout à fait visionnaire. C'est-à-dire que elle anticipe l'avènement de l'ordinateur personnel tel qu'on connaît aujourd'hui, l'impact de l'intelligence artificielle, on pourra rentrer dans le détail, mais elle se projette vraiment sur le monde numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui au XXIe siècle, en étant une personnalité enracinée dans le XXe siècle. Mais alors, pourquoi est-ce que, personne ne connaît Alice Lecoq? Alors ça, c'est effectivement ce qui a... En fait, quand j'ai découvert Alice Lecoq, je suis tombée sur une page Wikipédia qui a failli être supprimée. Et j'étais très frappée de voir son parcours très impressionnant que je viens juste de résumer très brièvement, et le fait que on avait cherché à supprimer sa page Wikipédia et le fait qu'en fait très peu de gens la connaissent aujourd'hui. Donc en fait, dans cette histoire qui est vraiment racontée comme une enquête, la vie d'Alice Lecoq me permet aussi de questionner cette invisibilisation des femmes scientifiques et les causes qui font le manque de femmes dans la tech aujourd'hui à chaque étape du parcours, et ça montre vraiment un enjeu en fait systémique, et on pourra aussi rentrer dans le détail ensuite. Donc ce livre et le parcours d'Alice Lecoq me permet de raconter aussi une histoire plus universelle sur cette problématique-là. Oui, de cette un peu invisibilisation des femmes, alors que les femmes étaient extrêmement importantes dans les premières années de l'informatique. Et il y a des noms qui commencent malgré tout à émerger, à devenir célèbres. Alors on a Ada Lovelace, qui était qu'on présente comme la mère des algorithmes quasiment, qui était la fille unique du poète Lord Byron. Qui voulait pas d'ailleurs du tout que sa fille, je crois, fasse de l'informatique. Mais heureusement, elle a été soutenue par sa mère. C'est ça. C'est ça. Et puis il y a d'autres noms. Il y a comment elle s'appelait, la militaire Grace Hopper, à laquelle on attache aussi la naissance du mot bug. Mais elle a fait plein d'autres choses super intéressantes. Il y a Eddie Lamar également. Bref, l'actrice hollywoodienne qui est aussi à l'origine du Wi-Fi. Il y a plein d'exemples comme ça. Et en fait, moi, je les connaissais, mais je me suis demandé au bout d'un moment,
est-ce qu'il y a aussi eu des Françaises parmi ces pionnières de l'informatique? Voilà, parce que les noms que je viens de citer, effectivement, sont surtout des Américaines. C'est ça, effectivement, des femmes qui ont vraiment une carrière plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Donc c'est vrai que moi, je me posais cette question des pionnières françaises en me disant, soit il y en a jamais eu, soit on les a complètement oubliées, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et en fait, pour moi, c'était important de réhabiliter une pionnière française parce que il y a cet enjeu des modèles et des rôles modèles, et on citait ces femmes, mais qui sont assez distantes, déjà géographiquement, ensuite par des fois des éléments liés à leur biographie, Ada Lovelace qui était une comtesse, Eddie Lamarr qui était une actrice, et donc qui rend plus difficile aussi l'identification. Et du coup, en mettant en avant cette figure d'Alice Recoq, je voulais aussi que ce soit une figure à laquelle des jeunes femmes, jeunes filles, des femmes ou toute personne puisse plus facilement s'identifier à travers son parcours qui est brillant, mais qui est aussi une figure plus accessible. Donc c'est pour ça que ça me semblait important. Mais c'est vrai que, alors aujourd'hui, notamment au niveau de la formation, les écoles d'ingénieurs essayent d'attirer de plus en plus de femmes. C'est difficile, hein. Les écoles d'ingé, c'est 10% de filles à tout casser. Alors moi, je vais vous raconter ma vie. Ma fille fait des études d'informatique et elles sont allées avec d'autres jeunes femmes minoritaires. Effectivement, c'est un univers essentiellement masculin. Mais est-ce que, c'est l'histoire de l'œuf ou la poule, finalement. Est-ce que c'est parce que elles ne se reconnaissent pas, ou bien parce que on les empêche d'accéder à ça? En fait, cette histoire d'œuf ou la poule, ça décrit bien le cercle vicieux que je décris aussi dans le livre, c'est-à-dire qu'en fait, moins il y a de femmes dans l'informatique, moins il y en aura, puisque effectivement elles sont minoritaires. Du coup, il y en a. Et puis elles n'ont pas envie d'aller dans une école d'ingénieurs où il n'y a que des mecs. C'est ça auto-alimente le phénomène. Donc je pense qu'au cercle vicieux, on peut opposer un cercle vertueux en se disant, on met en avant des parcours, on met en avant les femmes qui y sont, on favorise l'identification pour qu'un plus grand nombre se dise, en fait, j'ai tout à fait ma place, je peux y aller, j'ai les compétences. Donc il y a en fait beaucoup de niveaux sur lesquels travailler pour qu'on ait plus massivement des filles et des femmes qui s'engagent dans cette voie-là. Et en fait, on peut se dire, mais au fond, quel est le sujet? Il y a toujours eu plus d'hommes dans ces domaines, et quel est l'impact de tout ça? Et en fait, le sujet, c'est qu'on est aujourd'hui, notamment sur l'intelligence artificielle, sur une technologie qui est immiscée au global dans notre société. Il y en a à peu près dans tous les secteurs, c'est un impact énorme. Et en fait, on peut pas se permettre d'avoir quelque chose d'aussi important à l'échelle de notre monde connecté qui soit conçu à 80% par des hommes. C'est vraiment important qu'on ait aussi des femmes et des personnes d'horizons diversifiés pour s'assurer que ces technologies elles répondent aux besoins de tout le monde et pas juste des personnes qui en sont à l'origine. Merci beaucoup. Marion Carré, autrice de ce livre Qui a voulu effacer Alice Recoq, sur les traces d'une pionnière oubliée de l'IA. C'est super, un voyage dans l'histoire de l'informatique sous un angle très particulier et qui entre, on vient d'en parler, complètement en résonance avec la situation actuelle. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo du 4 mai 2024. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous depuis la Floride, où je vous envoie un petit rayon de soleil. Et puis, je vous donne rendez-vous aussi sur la chaîne YouTube de Monde Numérique, où vous pourrez retrouver bientôt l'interview en vidéo de Marion Carré. Voilà, de temps en temps, comme ça, pour certains sujets, on fait une petite vidéo, ce qui permet de se mettre un peu dans une autre ambiance. Rendez-vous également sur le site mondenumérique.info. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Vous recevrez régulièrement comme ça directement dans votre boîte mail des news, des infos, le sommaire de l'émission l'hebdo. Et puis surtout, toujours, je vous invite à laisser des messages, à noter ce podcast sur les différentes plateformes de podcast. Mettez des petites étoiles, c'est très important pour la visibilité, le référencement de Monde Numérique. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui m'ont déjà et qui m'envoient régulièrement des messages. Je vous souhaite une bonne semaine pleine de tech. Je vous dis à samedi prochain. Salut.